BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, d'Ukraine et d'Allemagne. Coup de tonnerre sur la mesure la plus emblématique de la politique économique de Donald Trump. La Cour suprême vient de juger illégal les droits de douane additionnels de Donald Trump. Sur le plan politique et symbolique, c'est un véritable camouflet. Sur le plan économique et juridique, on va essayer de comprendre tout ça, de comprendre les implications d'une telle décision dans les relations commerciales qui ont été totalement chamboulé par ces droits de douane. Les Experts sans frontières, c'est parti. BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières, c'est votre émission qui nous aide à sortir de notre prisme franco-français grâce à nos experts sans frontières qui sont autour de moi. J'accueille Hélène Koons, américaine spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Violetta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine, Bonsoir. qui a créé une fintech très active sur la diaspora ukrainienne. Bienvenue parmi nous. Et puis Niklas Zaboji, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, un ami aussi de l'émission. Bienvenue Niklas. Bonsoir. Et nous sommes depuis le Canada aujourd'hui, pas depuis New York, avec Romuald Sciorra, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Bonsoir Romuald, merci d'être avec nous. Bonsoir Mathieu. Depuis le Canada. Coup de tonnerre, donc je disais en introduction, ça y est, la Cour suprême invalide les droits de douane de Donald Trump. C'est tombé il y a seulement quelques heures. Éclairez-nous pour commencer, peut-être Hélène Koons, vous me disiez, mais what's happening? Alors, Donald Trump avait pris ses droits de douane en disant, puisque c'est l'urgence, ça me revient en tant que président. Et malheureusement, le Congrès, qui est complètement acquis à sa cause, n'ont pas su prendre la responsabilité auprès des électeurs, mais aussi auprès de la Constitution. Donc, ça a été devant la Cour suprême. Et effectivement, c'était très difficile de défendre l'idée qu'on était dans l'urgence absolue, l'Emergency Act, parce que Donald Trump lui-même n'avait cesse de contredire cette idée-là. Bon, c'est pas grave, ça peut attendre. Je remets à la semaine prochaine. Donc, il a lui-même démontré que n'ayons pas d'urgence, que vraiment, ça revient au Congrès de prendre ce type de décision. Ah, c'est ça, c'était l'urgence économique. En fait, Romuald Sciorra, je me tourne vers vous depuis le Canada. L'argument de l'urgence économique était totalement infondé, nous disent les juges de la Cour suprême. Oui, c'est exactement ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Mais avant tout, c'est quand même une excellente surprise, une très bonne nouvelle pour tout opposant à Donald Trump. Aujourd'hui, la Cour suprême, à majorité ultra-conservative, qui décide d'aller contre les souhaits du président concernant un de ses projets majeurs, si ce n'est économiquement son projet le plus important, est un signe comme quoi les contre-pouvoirs existent encore aux États-Unis et sans aucun doute, cela enverra un signe, une fois encore, à d'autres institutions. Donc la première chose, à mon sens, c'est de nous réjouir, mais de demeurer prudent, puisque tout n'est pas encore très clair, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir ici. On ne sait pas exactement ce qui va se passer avec l'argent qui a déjà été touché. On se doute que Donald Trump essaiera de contourner d'une manière ou d'une autre, peut-être via le Congrès, mais ça me paraît quand même difficile, ce qui a été décidé. En tout cas, il va faire appel aux Américains. Rappelons-nous qu'il nous avait promis à chacun d'entre nous un chèque entre 400 000 $ en fonction de nos revenus, de l'argent qui nous revenait suite à ces taxations. Et il va sans doute expliquer aux États-Unis que les méchants juges se sont opposés à ce qu'ils leur versent leur dû. Ma seule
Enfin, mon autre crainte est de voir le régime se radicaliser. Trump va être évidemment très fâché et donc il faut s'attendre à une forme peut-être de fuite en avant vers l'autoritarisme. Mais pour l'instant, il s'agit d'une très bonne nouvelle. C'est ça, Violeta Moscalou, Donald Trump qui vient de réagir il y a quelques minutes en disant c'est pas grave, j'ai un plan B. Bon, on sent quand même en écoutant Romuald que quand même le symbole politique quand même est énorme et très fort là aujourd'hui. Exactement, je pense que c'est un élément de réassurance, ça nous rassure tous un petit peu sur la robustesse, on va dire, institutionnelle aux États-Unis, qui ne sont pas tous carrément aveuglés à dire alléluia à ce que décide Donald Trump de façon lunatique, très, très souvent en fait, de ce qu'on a vu. Donc ensuite qu'il brandisse un plan B, bon, il faut voir ce qu'il va mettre sur la table. Mais je pense que du point de vue de la gouvernance, en fait, et donc institutionnellement parlant, une décision comme celle-là, par exemple, elle est complètement inimaginable en Russie de Poutine. Jamais une cour de justice en Russie dirait non à quelque chose qui est voulu par le président. Donc voilà, ça rassure quand même du point de vue des institutions américaines. Ce qui est assez fascinant, Nicolas, c'est que là, donc, on a le symbole d'une institution, la Cour suprême aux États-Unis, qui met un stop, peut-être à la mesure la plus importante de sa politique économique, qui a structuré peut-être toutes les relations commerciales, mondiales, qui ont dû s'adapter à cette nouvelle donne depuis plus d'1 an. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi pour ça que je suis un peu prudent. Je ne comprends pas la réaction de la bourse aujourd'hui qui fait la fête, surtout les secteurs exportatrices. Il ne faut jamais chercher à comprendre les réactions des marchés des classes. Ouais, c'est vrai. Non, parce que ce qu'on a besoin, c'est la clarté, la stabilité. Ouais. On a eu, entre guillemets, un peu de stabilité, de clarté dans ces derniers mois. Maintenant, alors je pense que le pire, ce serait un ping-pong entre les décisions des institutions à Washington, aux États-Unis, et d'avoir peut-être une nouvelle dans 2 semaines, une autre nouvelle dans 4 semaines, dans 2 mois. Ce qu'on a besoin vraiment d'une situation, d'un cadre dans lequel on peut agir en tant qu'entreprise, grand groupe qui fait beaucoup d'exports vis-à-vis des États-Unis. Mais vous avez raison de dire ça, Nicolas. Peut-être, Hélène, c'est pas forcément cette décision-là. Pour l'instant, ce que j'entends, c'est un peu un ouf de soulagement sur le plan symbolique, politique, institutionnel. Après, c'est pas, on va pas forcément sortir du brouillard du jour au lendemain. Ça va peut-être même être pire dans un premier temps, parce que il va prendre la Cour suprême comme un nouvel adversaire là. Donc, combien même, vous voyez, c'était... Il dit, oui, je dis, il vient de dire il y a quelques minutes, vous inquiétez pas, j'ai un plan B. Je crois qu'il y a plusieurs lois américaines qui permettent à Donald Trump de les rétablir, je crois, s'il décide de le faire. Il y a un texte du Tarif Act de 1930, une section 338. Je suis pas du tout un spécialiste, je l'ai lu cet après-midi, mais il paraît que c'est un texte très précis sur lequel on peut s'appuyer pour quand même invoquer des droits de douane. Bon. Mais ce qu'il peut évoquer, c'est ce qu'on craint tous, c'est l'Insurrection Act. Il va dire que, puisque je suis entouré, malheureusement mon peuple est devenu insurrectionniste, je vais faire en sorte que je prends la main sur tout. Vous voyez, effectivement, ça peut aller très loin. La Cour suprême essaie d'être là dans un rôle de contre-pouvoir, mais regardez, quand il envoie ICE dans les villes, c'est toujours un peu pour dire si je peux faire en sorte que ça déborde à tel point, je évoque l'Insurrection Act. Et comme ça, je prends vraiment les pleins pouvoirs. C'est presque dire, on est en état de guerre en interne aux États-Unis. Donc, ça sera incroyable qu'il arrive jusqu'à là. Romuald, vous pensez que Donald Trump peut interpréter ce qui se passe là depuis quelques heures comme une déclaration de guerre de la Cour suprême et faire monter les enchères ? Oui, tout à fait. Ce que vient de dire Hélène est tout à fait juste. Et ce que je disais précédemment, je crains une fuite en avant vers l'autoritarisme. Alors, cela va peut-être pas être immédiat. Peut-être que cela prendra plusieurs semaines. Peut-être qu'il va trouver une autre solution, dont celle dont vous parliez, que je n'en avais pas connaissance non plus. Mais une chose est certaine, il y aura une réaction, car n'oublions pas, au-delà de la gifle qui vient de lui être portée par la Cour suprême, c'est un camouflet aux yeux du monde entier. Le président américain qui s'est amusé à faire trembler les méchants Canadiens, les méchants Européens et
Vous toute oubliez la les méchants communauté chinois. internationale, avec sa politique de taxation, aujourd'hui se voit renvoyé dans la niche par sa Cour suprême. Il ne va pas supporter, ils ne vont pas, J.D. Vance et l'ensemble de l'administration ne vont pas supporter ce camouflet. Et oui, il a sans aucun doute un autre tour dans son sac, mais il y a un risque de voir l'administration aller dans une fuite en avant vers l'autoritarisme. Ça, c'est certain. Enfin, j'en suis quasiment certain, oui. Alors, pour être précis après, Romuald, je crois que pour l'instant, l'annulation, elle concerne tous les droits de douane dits additionnels. Donc, il s'agit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait théâtralisé ça avec le fameux panneau qui montrait tous les produits des taxes additionnelles en avril dernier et avec des formules qu'on n'a toujours pas compris tous collectivement un an plus tard. Et, on n'en revient pas à 2024. Voilà. Donc là, potentiellement, on est en train de parler de entre 100 et 160 milliards de recettes qui ont été reçues par le Trésor américain et qui potentiellement devraient être rendues aux importateurs qui ont payé ces taxes sur le sol américain. Donc là, est-ce qu'on est encore dans le flou ou on sait un peu comment ça va se passer? Je crois qu'il y a déjà des milliers d'entreprises qui attendent d'être remboursées là-bas. Oui, visiblement. Alors, on était encore un petit peu dans le flou il y a une heure. Les choses vont très vite. J'ai essayé de catcher le flou d'informations. Oui, normalement, bien évidemment, puisqu'il a été jugé que ces taxes étaient illégales, l'argent doit être rendu. Si demain vous obtenez de l'argent illégalement, vous devez le rendre. Donc, normalement, on en est là. Mais je pense que Trump a la possibilité de certains recours et qu'il va tout tenter pour ne pas avoir rendre l'argent. Vous imaginez pour lui l'humiliation de devoir rendre à ses partenaires économiques qu'il a tenté d'humilier cet argent qui pourtant leur est dû. C'est pourquoi je reste convaincu que nous allons assister dans les tout prochains jours ou semaines, mais je dirais prochains jours, à une réaction très forte de la part du président des États-Unis. Mais une petite chose, n'oublions pas qu'il pourrait également faire traîner l'affaire concernant la Cour suprême et détourner l'attention avec l'Iran. On n'est pas à l'abri ce week-end de quelques bombardements ciblés afin de faire monter la pression sur Téhéran puisqu'il aura posé un ultimatum de 10 jours. Et alors voilà, il devrait prendre la parole. D'ailleurs, on vient de l'apprendre. Donald Trump devrait prendre la parole vers 18h45. Veut-il réagir officiellement et prendre la parole suite à cette question des droits de douane? Est-ce que ça concerne aussi l'Iran? Vous avez raison d'en parler, puisqu'il y a quand même son armada qui est en place là en ce moment. Donc voilà, c'est à guetter, mais dans une demi-heure, il va prendre la parole. Justement, j'aimerais vous faire écouter cette Cour suprême. Elle a jugé illégal donc les droits de douane réciproques, mais c'était juste quelques heures après un discours de Donald Trump, c'était hier en Géorgie, où il disait que sans les droits de douane, les États-Unis seraient en faillite. Écoutez-le. Sans les taxes douanières, nous courons à la banqueroute. Le pays entier serait en faillite. J'attends cette décision depuis bien trop longtemps. Pourtant, la loi est explicite. En tant que président, j'ai le pouvoir d'imposer des taxes au nom de la sécurité nationale. Certains pays nous exploitent depuis des années. Et vous savez bien qu'ils ne se privent pas d'utiliser les tarifs douaniers contre nous. Hélène, voilà, sans les droits de douane, l'Amérique serait en faillite. Là, on entend bien à travers ce que dit Donald Trump et la décision de la Cour suprême le lendemain. Donald Trump, il y a un moment où il doit quand même peut-être aussi rendre des comptes vis-à-vis de son opinion publique, parce que là, je parle sous votre contrôle, mais aujourd'hui, les Américains, ceux qui ont voté pour lui, ils n'ont vu aucun effet de ces droits de douane, ni sur leur portefeuille, ni sur les emplois. Il n'y a pas d'usines qui ont poussé comme des champignons grâce à ces droits de douane. Et ils ont même vu le contraire. Vous vous en souvenez, pendant la campagne, on parlait de combien coûte une boîte des œufs aux États-Unis. Avant, c'était 6 à 8 dollars. On est dans les 10, 12, 15 dollars maintenant. Donc oui, ils l'ont vu dans leur portefeuille, mais négativement. Tout à l'heure, vous avez demandé, est-ce qu'il y a un précédent? Il n'y a pas de précédent pour comment faire, vous voyez? Vous demandez comment ça va se passer, mais on n'a jamais traité un cas comme celle-ci. Et puis, la dernière chose, je dirais sur les faillites, n'oublions pas que l'année dernière, il avait vraiment que son Big Beautiful Bill qui a réduit les taxes sur les entreprises et sur les personnes fortunées, qui creuse un déficit et une dette incroyable. Donc, c'est aussi ça qui fragilise l'économie réelle.
J'aimerais vous faire aussi écouter... oui, Nicolas, vous vouliez peut-être réagir? Non, c'est juste quelque chose qui m'est venu. Alors, dans un monde parfait, ce serait maintenant le moment où il y a une prise de conscience de Trump à Washington que le protectionnisme et les droits de douane, c'est jamais la solution. C'est jamais la solution pour renforcer le pouvoir d'achat des Américains, pour créer la richesse. Mais bon, j'y crois pas, bien sûr. Hein. Avec un discours comme ça, c'est exclu. Mais c'est vraiment dans l'histoire. Il y a quelques petits exemples où le protectionnisme, bien sûr, a aidé un petit peu. Et là aussi, il y a peut-être un petit peu de relocalisation. BMW, par exemple, fabrique des voitures aujourd'hui grâce, entre guillemets, à Trump aux États-Unis. Mais ce sont vraiment les l'écume. Ça, c'est l'écume. Exactement. Pour souligner en fait, là-dessus, c'est que ce protectionnisme, en fait, politiquement, qui peut être rentable économiquement, est très, très coûteux. En fait, pour les Américains et pour les ménages et pour les entreprises, parce que 90% de ce surcoût est payé par les ménages et les entreprises américaines. Donc peut-être que les médias... C'est la Fed qui nous a sorti ça il y a quelques jours. Exactement. Donc peut-être que les médias et puis les politiques, un peu le camp des démocrates, pourront se saisir de ces décisions pour essayer de mettre des faits et des chiffres sur la table pour expliquer en fait aux États-Unis que ce que propose Trump, ça les dessert très fortement. Romuald, je me tourne vers vous. Effectivement, comment les Américains, l'opinion publique aujourd'hui, un an après l'élection de Donald Trump, voient cette politique commerciale du président? Est-ce qu'il a encore une base solide derrière lui? Parce que c'est vrai qu'il a toujours tenu un discours en disant vous allez voir, ça va secouer, mais accrochez-vous à la barre et on s'en sortira tous ensemble. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait quand même toute une base MAGA qui était quand même dans une logique un peu sacrificielle pour aller derrière lui en disant on va s'accrocher à la barre ensemble. Vous avez tout à fait raison, Mathieu. Et cette base MAGA suivrait Trump jusqu'en enfer. Néanmoins, si elle est trop touchée dans son portefeuille, il pourrait y avoir une certaine fébrilité au sein de celle-ci. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. L'opinion américaine ne suit pas vraiment toutes ces tractations, toutes ces histoires de taxes. Si on parle vraiment du peuple américain dans son ensemble, celui-ci ne se sent pas directement concerné tant que son pouvoir d'achat n'est pas touché. Néanmoins, il est très clair que pour l'Américain lambda, il sera un fait que le président a reçu un camouflet de la part de la Cour suprême. Et c'est là où la base MAGA peut à nouveau gronder, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'électorat de Trump et même de l'électorat républicain en général, qui est quand même assez anti-establishment, une fois encore, cet électorat pourra se dire voilà, Washington, les élites vont à l'encontre de la politique qui devrait rendre sa grandeur à l'Amérique. Une fois encore, Trump avait promis. Pardon ? Ils sont dans une logique touche pas à mon président. Exactement, et n'oublions pas, pour conclure là-dessus, que, comme je l'ai dit précédemment, Trump avait promis d'envoyer un chèque à tous les Américains pour qu'ils puissent toucher leur part des bénéfices dus à cette politique de taxation. Et ça, pour énormément d'États-Uniens, c'est une chose d'importance. Donc, une fois encore, l'establishment washingtonien se sera opposé à la volonté du président. Pour se remettre dans l'ambiance des droits de douane, avec cet énorme camouflet, je vous rappelle, la Cour suprême qui invalide les droits de douane additionnels de Donald Trump, ce fameux panneau qu'il a agité en avril dernier en disant « Regardez mes belles formules qui vont toucher tous vos produits en fonction de nos déficits commerciaux avec les uns et les autres ». J'aimerais vous faire écouter l'accord douanier qui avait été conclu entre l'Europe et les États-Unis. C'était fin juillet avec Ursula von der Leyen qui s'était rendue sur le golfe de Donald Trump en Écosse. Écoutez. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. C'est un grand accord, c'est un immense accord qui apportera de la stabilité et de la prévisibilité à nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. C'est le plus grand de tous les accords. Ce sera le plus grand de tous les accords. Nous sommes très honorés de l'avoir conclu. Nos équipes ont été fantastiques. Ensemble, elles ont travaillé dur et longtemps.
Nicolas Szabolcs, à l'époque, Ursula von der Leyen est tombée sous un tombereau de critiques, comme quoi elle avait courbé l'échine devant le président américain. À l'arrivée, on a eu quand même en Europe des droits de douane qui étaient quand même parmi les plus bas, avec des hausses à 15%. Est-ce que finalement, elle a eu raison de ne pas montrer les muscles et de rentrer dans une logique offensive avec Donald Trump après coup? Bonne question théorique. Oui et non. Oui, parce que ça pourrait créer, avec Trump, on ne sait jamais ce qui se passe si on montre ses muscles. Et ça peut toujours aller à un conflit vraiment chaud. Et donc là, je suis plutôt content qu'on n'a pas... Alors, les propositions de la France, de Paris, ont été beaucoup plus extrêmes que de l'Allemagne. Je me souviens bien d'avoir discuté ici en France. Ah oui, est-ce qu'il ne faut pas réagir plus radicalement? Alors, sur l'autre côté... On s'était mis en mode Obélix chez nous. Tout à fait. Et la dépendance de l'industrie allemande est beaucoup plus grande vis-à-vis du commerce américain. De l'autre côté, oui, c'était pas... Oui, il avait beaucoup de critiques, mais 15% par rapport aux autres pays, c'était pas si mauvaise. Donc, et encore une fois, on a eu un cadre de stabilité. Oui, pour le luxe et plein d'autres secteurs en Europe, c'était un cauchemar. C'est toujours un cauchemar. Regardez la valorisation de LVMH, ça s'explique notamment à cause de ces 15%. Après, on a eu un cadre. Maintenant, on n'a plus de cadre, peut-être à partir d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines, dans 4 semaines? Je crains vraiment que ça change rapidement toutes les semaines et ça c'est vraiment le pire. Oui, c'est reparti pour une grande période d'incertitude, Hélène. Oui, mais il n'a plus la marge de manœuvre qu'il avait là, Trump. Je pense. C'est ça la donnée qui change radicalement. Il va se battre. Et puis, vous savez, peut-être Mme von der Leyen a joué contre la montre, parce qu'aucun autre politicien qui viendra à la suite d'un Trump d'ici à quelques mois ou quelques années, on ne sait pas, on ne lui tient pas rigueur à Donald Trump. Mais les autres, si. Donc, les autres ne vont pas bénéficier de ce phénomène Trump. Je me tourne une dernière fois vers vous et après on vous laissera, Romuald Sciorra. Il y a une donnée que je trouve assez fascinante qui est tombée depuis hier. C'est au niveau de la balance commerciale des États-Unis avec le reste du monde. Et en fait, on se rend compte qu'un an après l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche, jamais les États-Unis n'avaient pratiqué une politique aussi protectionniste depuis les années 30. Mais jamais il n'avait autant importé depuis un an. Oui, c'est assez contradictoire, mais comme beaucoup de choses dans la politique économique ou la politique en général de cette administration, n'oublions pas que les Américains sont de plus en plus demandeurs de produits importés. Et ça, malgré toutes les promesses de relocalisation de la part de l'administration de Trump durant sa campagne, il ne pourra rien y faire. Comme vous l'avez vu également, toujours dans le domaine économique, la dette américaine qui devrait exploser d'ici, je crois, 2035, comme l'a annoncé le New York Times ou les économistes ce matin. Donc la politique de Donald Trump, la politique économique, est une politique que de toute façon, on en a déjà parlé longuement sur ce plateau, qui ne peut conduire l'Amérique que dans le mur. Et c'est aussi une des choses, sans aucun doute, qui a pesé dans la décision de la Cour suprême. Et bien sûr, on guettera ce que va dire Donald Trump, qui, je le rappelle, doit prendre la parole à 18h45. Merci beaucoup pour vos éclairages, Romuald Sciorra. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après dans les Experts sans frontières. On va parler d'Ukraine. Ça va faire quasiment 4 ans, jour pour jour, que les Russes ont envahi l'Ukraine. À tout de suite. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Elaine Kuntz, américaine spécialiste des États-Unis, professeure à l'INSEC Paris. Violeta Moskalo, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine. Et Nicolas Szabolcs, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. J'aimerais qu'on revienne maintenant. On est à quelques jours. Mardi prochain, ça fera 4 ans, jour pour jour, que les Russes ont envahi l'Ukraine. Début décembre, écoutez, Vladimir Poutine qui s'exprimait, il avait un message à faire passer auprès de l'Europe. Nous ne prévoyons pas de combattre l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et la commence, nous sommes prêts dès maintenant. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus.
Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation peut très vite arriver à un point où il ne restera plus personne avec qui négocier. Violeta Moscalou, je me tourne vers vous. Là, on est dans tout ce qu'il y a de plus pernicieux dans le narratif de Vladimir Poutine. Je ne fais rien, si l'Europe décide, c'est eux qui l'auront cherché. Mais c'est du Pinocchio et c'est le disque rayé parce qu'on l'a déjà vu. Il avait dit avant qu'il n'ira jamais annexer la Crimée. Il avait dit après qu'il ne viendra jamais faire la guerre en Ukraine. Qui peut le croire encore aujourd'hui, en fait, hein. Donc je pense que malheureusement, on ne peut pas croire un seul mot de ce que dit Vladimir Poutine, sauf quand il nous brandit la menace nucléaire, quand il dit qu'il n'y aura plus, il ne restera plus personne pour négocier. Mais encore une fois, on ne peut pas se laisser terroriser comme ça par une puissance dégradée qui est de facto aujourd'hui la Fédération russe, qui a hérité de l'ex-URSS des terres énormes qui sont incapables de cultiver sérieusement, de s'en occuper de la population et de cet arsenal en fait militaire. Mais ces menaces... Qu'est-ce qui peut arrêter Vladimir Poutine aujourd'hui ? Il faut mettre plus de pression, de façon, plus de sanctions économiques, faire en sorte qu'ils ne puissent pas vendre du pétrole, qu'ils ne puissent pas recevoir des composants en fait, qui leur servent, dont ils se servent en fait, pour quand même continuer à fabriquer de l'armement. Il n'y a que ces pressions vraiment sur tout l'entourage, sur les oligarques en fait, et tout ça. Donc tout le business as usual en fait, hein, il faut que ça s'arrête parce que tant qu'il a la capacité de faire la guerre, il continuera à faire la guerre et dès qu'il pourra détourner son regard, si demain il y a un cessez-le-feu en Ukraine, l'armée ukrainienne qui sait aujourd'hui retenir l'armée russe, mais Poutine viendra chercher à nous prouver le fait que l'article 5 de l'OTAN ne vaut pas grand-chose, il viendra faire des provocations. On a déjà vu en fait, hein, donc depuis 6 mois, 1 an et avant, avec le cyber, avec tout ce qui est toutes les ingérences qu'ils font en fait dans le système électoral et tout ça. Donc on l'a vu en Moldavie, là, ça a été très très actif. Récemment, hein, en Roumanie un peu avant, en fait, tout ça. Et donc, est-ce qu'un pays balte, n'importe lequel, est-ce qu'il sera choisi, est-ce qu'ils pourront faire face et tenir face à l'armée russe, en fait? Est-ce que nous, on ira, l'armée française, défendre un pays balte? Et donc, ça veut dire qu'il viendra dézinguer, excusez-moi le mot, l'Union européenne et l'OTAN et nous mettre face à un miroir. On va se regarder pour dire pourquoi on a été aussi lâches. En tout cas, une fois de plus, c'est la coordination ou la cohésion européenne qui est à l'épreuve. L'Europe qui essaye de faire bloc autour de l'Ukraine. Quand je dis essaye, c'est que tout le monde ne fait pas bloc. Hein. J'aimerais vous faire écouter. D'ailleurs, ça va être des élections très importantes à suivre dans plusieurs semaines en Europe, peut-être les plus importantes de cette année, en Hongrie, et en pleine campagne pour sa réélection, plutôt mal positionné dans les sondages. Écoutez ce que dit le dirigeant populiste Viktor Orban quand il parle de l'Ukraine. Il ne parle pas d'un pays agressé, mais plutôt d'un danger direct pour les intérêts hongrois. Écoutez-le. Tant que l'Ukraine demande à Bruxelles de nous couper du pétrole et du gaz russe bon marché, je le dis clairement, pour moi, l'Ukraine est notre ennemi. Bon, la Violeta... Il a dit notre ennemi. Oui. Oui. Viktor Orban en campagne. Donc là on parle du seul, ils étaient 2, mais on parle d'un des 2 seuls dirigeants européens qui sont membres du nouveau Conseil de la paix de Donald Trump, le seul dirigeant européen qui s'entend avec Poutine et avec Trump. C'est quoi ce Conseil de la paix qui est un conseil des dictateurs et des régimes autoritaristes, le conseil de la honte, j'ai envie de dire, en fait, hein, et quelque part, ça nous laisse perplexes de voir effectivement que la planète va aussi mal et que tous ces pays sont gérés par des leaders qui sont dans une logique prédatrice, autoritariste, qui font fi des droits de l'homme et tout ça, en fait. Donc, il ne faut pas être naïf, on n'est pas dans
le monde des bisounours, mais il ne faut pas non plus se laisser mener dans cet axe destructeur, en fait. Dans quel monde on veut vivre demain? Juste une métaphore. Est-ce qu'on peut encore restaurer un monde où c'est le droit international qui prime, ou est-ce qu'on va vivre, nous, nos enfants, dans un monde où la seule loi, ce sera la loi de la jungle et la loi du plus fort, en fait, qui vient manger le plus faible? Hélène Kunz, Oui, je veux réagir. pour les États-Unis, cette Board of Peace, Board de la paix, Le Conseil de la paix. Conseil de la paix est tragique, car on était membre fondateur de l'ONU, qui sans doute a besoin de réformes. Mais les États-Unis auraient pu être force de proposition pour réformer les Nations Unies et non pas faire concurrence avec les Nations Unies en beaucoup moins bien et, comme vous dites fort bien, en beaucoup plus dangereux et antidémocratique. En tout cas, on voit que dans ce contexte des 4 ans de la guerre en Ukraine, peut-être le principal défi, on le voit en Europe, c'est le défi sécuritaire, bien sûr, via l'Ukraine. Mais aujourd'hui, comment l'Europe peut coopérer, comment l'Europe peut se renforcer et surtout, comment l'Europe peut se réarmer. Ça, c'est pas évident, et peut-être l'exemple le plus flagrant qui illustre ce défi-là, c'est celui autour du SCAF. L'avion nouvelle génération, qui est un vieux truc qu'on traîne depuis 10 ans, qui est censé être une énorme coopération industrielle, notamment entre la France et les Allemands, sauf que le torchon brûle entre Paris et Berlin. J'aimerais vous faire écouter le chancelier allemand, qui explique cette semaine pourquoi il n'a pas besoin de cet avion. Les Français ont besoin pour la prochaine génération d'un avion capable d'emporter l'arme nucléaire et d'opérer depuis un porte-avions. Actuellement, la Bundeswehr n'a pas ce besoin. Nous divergeons donc déjà dans les spécifications et les profils d'exigence. La question devient alors, avons-nous la force et la volonté de construire 2 avions pour 2 besoins différents ou un seul? La France veut n'en construire qu'un seul, aligné sur ses propres besoins, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Ce n'est donc pas un conflit politique, c'est un vrai problème d'exigence opérationnelle. Si nous ne résolvons pas cela, nous ne pourrons pas poursuivre le projet, mais ce n'est pas une rupture franco-allemande, c'est simplement la conséquence d'exigences différentes. Nicolas Zabogy, je me tourne vers vous quand même, le représentant... Le traducteur du chancelier. Non, mais le correspondant de la presse allemande, de la fameuse Frankfurter Allgemeine Zeitung, très respectable, en France. Aidez-nous à décrypter ce message du chancelier. Moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre, à savoir si Friedrich Merz fait une diplomatie assez habile pour essayer d'acter un divorce à l'amiable, ou si jamais il y a un vrai argument pertinent et sérieux, où il n'y a pas les mêmes intérêts industriels, ou c'est un peu des deux. Un peu de deux, oui. Vous êtes pas Je savais que vous alliez dire ça. Vous n'êtes pas le seul qui ne comprend pas vraiment ce qu'il voulait dire. Alors, c'était un podcast, et c'est pas s'exprimer seulement que sur les SCAF. C'était 5 minutes, 10 minutes dans le podcast, 2 heures. Mais quand même, oui. Des arguments qui ont été mentionnés ne sont pas faux. Bien sûr, les besoins sont un peu différents entre la France et l'Allemagne. Mais ça, c'est connu depuis 9 ans. On a lancé ce projet en 2017. C'est pour ça que je veux souligner, le SCAF, c'est bien sûr pas une réponse immédiate à la guerre en Ukraine. Ça a été inventé sous Trump, entre Merkel à l'époque et Macron. 9 ans. Quand même, c'est aujourd'hui, dans un moment où l'Europe veut renforcer sa souveraineté et aussi la France et l'Allemagne veulent coopérer, c'est bien sûr un signal hyper négatif. Pourquoi alors Merz a dit ça? Il y a des interprétations. Souvent, Merz dit des choses sans réflexion, ou il dit juste « oh, c'est des bêtises ». Et là aussi, je crains qu'il n'a pas réfléchi assez. Deuxième point, il a dit ça pour cacher les vrais arguments. Les vrais arguments, ce sont les tensions industrielles entre Airbus et Dassault. Ça, c'est au cœur du problème autour du SCAF. On sait que les motoristes ont réussi à s'entendre, Safran et ses partenaires allemands. Toujours. Mais au niveau des avionneurs, là... je crois qu'il y a les industriels allemands et espagnols qui craignent de se retrouver relégués en maître d'œuvre de Dassault, en gros, à ce niveau-là. Dassault réclame quelque chose qui a été pas négocié, alors c'est plutôt Dassault l'année dernière alors c'est Dassault Éric Trappier qui a déclaré qu'il faut faire
on peut, de manière différente, il faut un leader sur ce projet, un maître d'œuvre, et c'est Dassault qui sait le faire. Le principe du best athlète par segment, celui qui est le meilleur, il prend le lead. Et là, l'Allemagne, Airbus, ils n'ont été pas contents pour les raisons que Dassault a toujours expliqué, toujours dit ça en public. Et maintenant, Merz fait exactement ça. Il critique ou il dit quelque chose en public. Et maintenant, alors l'échec est là. C'est très clair qu'avec ces déclarations de Merz, on a vraiment, ça serait une vraie surprise si le NGF, alors ce pilar sur l'avion de combat dans le SCAF, a encore un avenir. Il le dit aussi que cet avion, c'est un avion qui est fait pour transporter l'arme nucléaire. Il se trouve qu'il n'y a que la France qui a l'arme nucléaire au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas aussi lié à ce sujet ultra sensible de la doctrine de dissuasion nucléaire qui va être un tout petit peu réévalué au fur et à mesure que le parapluie américain se referme sur l'Europe? Est-ce que certains pays européens devront se ranger sous le parapluie français? Ça, c'est peut-être la question des plus stratégiques qui se pose en ce moment, Violetta. C'est une question effectivement du leadership voulu par la France, en fait, et de la capacité, au lieu de s'énerver, entre guillemets, que la Pologne ou d'autres pays étaient longtemps trop alignés sur la politique des États-Unis et passer des commandes aux États-Unis et ainsi de suite, se demander, mais est-ce que nous avons l'ambition, en fait, et le leadership nécessaire pour dire, nous, la France, qu'on est capable de revoir en fait cette doctrine et d'éteindre cette protection nucléaire au niveau de l'Union européenne, en fait, parce que sinon, autrement, on reste quand même un petit joueur et on ne prend pas la responsabilité qui doit être celle d'un pays qui se voit leader, en fait, un digne héritage de Charles de Gaulle, qui a su à l'époque imposer que ce système nucléaire français soit complètement autonome par rapport aux États-Unis et ainsi de suite. Mais je voulais juste souligner un autre point aussi sur la temporalité, en fait, de ce SCAF qui est prévu pour être opérationnel en 2040. Donc, moi, j'ai envie de dire, la guerre, elle se déroule maintenant. En fait, en 2026, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Europe? On va rentrer dans la 5e année de guerre à grande échelle, sachant que ça a commencé depuis 2014 quand même, avec le Donbass et ainsi de suite. Et on est là quand même en train de trembler face au Kremlin. Et je pense que c'est très, très préoccupant. Est-ce qu'une des grandes leçons aujourd'hui à retenir du champ de bataille en Ukraine, 4 ans après l'invasion russe, c'est pas la guerre des drones, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, parce que là, on est sur des projets de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour faire cet avion du futur, est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir son logiciel et mettre le paquet sur les productions de drones? Mais je pense tout à fait, parce qu'on est sur des guerres qui se jouent sur l'innovation, de l'agilité, de la flexibilité. C'est quoi ces systèmes industriels qu'on va mettre 20 ans à construire quand, je ne sais pas, un drone en Ukraine qui va coûter 3, 5, 10 000 dollars, va détruire un char. Et en même temps, on peut peut-être jouer sur les deux tableaux, puisque ce type d'avion, on voit bien que le Rafale, par exemple, ou le F-35, ce sont des éléments de souveraineté. Ça, c'était des projets planifiés sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Exactement, mais il faut aussi s'interroger pourquoi on met 3 à 5 fois plus de temps, par exemple, pour faire de l'innovation, de la recherche et développement. Maintenant, avec les nouvelles technologies, nos grandes entreprises de l'industrie de la défense en France le disent, en fait, à porte clos, je veux dire, pas devant les caméras, qu'ils sont bluffés par les entreprises, les startups, les Ukrainiens qui sont capables de faire des tests et de réitérer, de faire de l'innovation avec des cycles de 3 à 6 mois, quand chez nous, il faut 3, 4, 5 ans, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment des vraies questions à se poser. Comment on fait pour ne pas être dépassé par un temps qui s'est accéléré énormément ces 20 dernières années, en fait. On vit au XXIe siècle. Toutes les recettes du XXe, elles ne sont plus d'actualité, en fait. Il faut réinventer sans cesse et s'aligner avec cette agilité, intégrer, en fait, cette agilité dans notre ADN. Nicolas, sur la temporalité industrielle en temps de guerre, est-ce que... Pour citer le président, en même temps, il faut les deux. Il faut avoir des solutions à court terme, bien sûr, des drones, des choses qui sont là, mais il faut aussi des projets à long terme. Et le SCAF, notamment, la dernière fois, pour revenir sur le SCAF, là, il n'y a pas que l'avion de combat, il y a aussi des drones. Et c'est ces systèmes de drones qui doivent
être développé dans le SCAF pourrait être déjà là début des années 2030. Mais je suis sûre que si on met, je sais pas, quelques start-upers en fait sur le projet, ils vont nous faire un cycle pour raccourcir divisé par 4 par 5. C'est quoi ces projets industriels de 20 ans en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre les moyens et se donner comme objectif de faire un 4-5 ans, pas en 20 ans. En 20 ans, ça semble irréaliste en fait. Oui. C'est trop long. On n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a pas le luxe de vivre dans ce temps long. C'était au XXe siècle. Aujourd'hui, tous les cycles se sont accélérés, donc il faut que l'industrie de la défense s'accélère aussi. Une des grandes leçons aussi là, de cette guerre en Ukraine qui se joue en ce moment, c'est ce qui se passe dans l'espace et la guerre des télécommunications. Il se trouve que Airbus, Thales et Leonardo s'allient pour créer un géant européen du spatial. Ils veulent en fait contrer la domination de Starlink et d'Elon Musk. Ce projet doit être soutenu par Bruxelles. Hein. Je vous propose d'écouter à ce sujet justement le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, qui était interrogé par BFM Business, par Jean-Baptiste Huet. Pour lui, c'est vraiment ce projet-là européen, c'est un élément clé pour tenter de protéger la souveraineté de l'Europe. Écoutez-le. Autour de nous, dans le reste du monde, il y a des très gros concurrents américains qui vont très vite et qui ont des capacités qu'on n'a pas. Et même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps, on a un risque très fort, non pas seulement de déclassement, mais de voir un certain nombre de ces activités disparaître, parce qu'on n'aura pas l'effet d'échelle nécessaire pour survivre. C'est des industries où seuls les tout meilleurs survivent, et les autres, au mieux, vivotent, mais souvent disparaissent ou sont absorbés. Si on veut une activité spatiale souveraine et compétitive, aussi compétitive sur le plan militaire, capable de protéger l'Europe, il faut s'en occuper. Bon, pas de temps à perdre là sur le spatial. Je pense qu'il faut de l'argent public, en fait. Hein. Il faut quand même être conscient que Musk, il n'a pas construit ce qu'il a construit aux États-Unis. Vous me direz si j'ai tort, mais avec que des investissements privés, en fait. Il y a eu des subventionnements. Je n'ai pas le nombre exact. En fait, il a pris des milliards du gouvernement américain. Exactement. Donc, je pense vous avez une agence innovation défense qui est... si on ne se donne pas les moyens en France et au niveau européen d'avoir cette ambition et du coup de mettre les moyens sur la table, on sera dépassé. Et puis le problème, c'est que Starlink demeure le donneur d'ordre. We know, vous voulez lancer une attaque, mais au final, la décision revient quand même potentiellement à Elon Musk. Donc, je pense que la Terre entière a vu le vrai visage de ces tech bros. Et puis, on a compris qui était Elon Musk un peu différemment. Donc, l'intérêt des systèmes comme Starlink, avec autant d'enjeux stratégiques, ça paraît incroyable. C'est un risque pour la souveraineté en Europe, très clairement. Oui, Nicolas. On a besoin, bien sûr, d'argent public. Là, je suis d'accord. Quand même, il faut une structure privée. Alors, SpaceX, Starlink, ce sont vraiment des boîtes. C'est une boîte privée. Et le problème d'Europe, avec l'Ariane Group, depuis des décennies, c'était un groupe semi-privé, dominé par les politiciens, en fait, qui ont décidé c'est quoi le lanceur, c'est comment la structure Ariane Group est construit et produit dans 13 pays en Europe. C'est hyper complexe, ça. Et ça, là, l'Europe doit changer. Sur Starlink, il y a quand même un truc que je trouve assez fascinant, c'est cette séquence qu'on vient de voir aussi en Ukraine, Violetta. On s'est rendu compte, d'ailleurs, je crois que c'est le chef de la diplomatie polonaise qui a alerté directement Elon Musk en disant « Hey, c'est quoi ce bordel ?» Il a dit ça comme ça, il a dit « C'est quoi ce bordel ?» Il y a des drones russes qui sont guidés par Starlink au-dessus de l'Ukraine. Ça a été rapidement corrigé quand même par le gouvernement ukrainien et notamment par le vice-premier ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui est l'ancien vice-premier ministre de la transformation digitale, qui connaît très bien le monde de la tech, qui sait comment parler à ces grands de la tech, qui lui, il a été caressé un peu dans le sens du poil, Elon Musk, en fait, sur les réseaux sociaux. Ils ont eu de la communication. Il lui a envoyé une liste blanche avec la liste des terminaux Starlink autorisés d'être activés en Ukraine. On a aujourd'hui une whitelist et pour tout vous dire, la poste ukrainienne, elle est autorisée à identifier, à rajouter des appareils en fait sur cette whitelist parce qu'il y a des gens même dans des villages éloignés qui ont pu aussi commander et s'acheter un Starlink. Mais ce qui nous ramène à cette question, Violetta, aujourd'hui, en plein conflit,
on se retrouve avec un chef d'une entreprise privée américaine qui attend de recevoir une liste en disant « Ok, lui je l'active, lui je l'active, lui je l'active ». C'est entre les mains d'une entreprise privée à des milliers de kilomètres de nous. Ça nous ramène quand même au sujet de la souveraineté et de la souveraineté des télécommunications. Tout à fait. Et puis la souveraineté aussi sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe parce qu'on laisse n'importe qui dire n'importe quoi, polariser, faire la promotion de la haine, en fait, tout ça. Et donc il y a tout un tas de décisions à prendre pour faire en sorte que cette nouvelle technologie serve quand même l'intérêt général et n'aille pas à l'encontre en fait du bon sens et de ce qui doit être l'intérêt général. Quand on sait que l'information aujourd'hui ou bien les data deviennent des biens d'importance en fait, stratégique forte, donc il faut les traiter de la sorte. Pour terminer, peut-être aussi juste un mot, parce que vous nous parliez tout à l'heure de l'intensité de la menace et des attaques cyber de la Russie. On sait qu'ils sont très actifs dans l'Est de l'Europe. Et il y avait un moment, on en parlait l'année dernière, on me disait qu'un des pays où cette guerre hybride où ils étaient le plus actifs, c'était en Allemagne, et que c'était une guerre assez souterraine, etc. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Nicolas? Plus que jamais. Et c'est pas que cyber, c'est aussi dans l'espace. C'est avec des satellites militaires. Il y a 8 satellites militaires allemands et qui sont menacés tous les jours par des satellites russes. Et par des moyens, par des brouillards, par des attaques. La guerre est là. Et ce qui est terrible, Hélène Kunz. aux États-Unis, n'oubliez pas, sur le premier mandat de Trump, il a créé quelque chose qui s'appelle le Space Force, qui voulait être la 5e branche de notre défense aux États-Unis. Et c'est le moment de les entendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Space Force, ça dépend de qui? De Pete Hegseth ou... Ça dépend de Pete Hegseth. D'accord. Donc, Pete Hegseth, qui, si vous voulez, a mis sous huis clos la presse, qui a énormément de mal à gérer ses équipes. Donc, pour gérer ses équipes, il dit que tout le monde est en train de fuiter. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe comme autrefois dans notre Pentagone. Donc, c'est terrible parce que le Space Force aurait pu être leader, prendre un peu de leadership sur ça. Allez, on va terminer cette émission, ces experts sans frontières, avec vos cartes blanches, des articles que vous avez choisis dans vos pays respectifs. Nicolas, on va rester sur la même thématique puisque vous avez choisi un article autour des dépenses de défense qui creusent, qui sont un objet de fracture entre la France et l'Allemagne. Hein. Oui, tout à fait. C'est un papier, un commentaire de ma consoeur du Handelsblatt, ici à Paris, Frédéric Hoffmann, critiquant en fait... C'est très chic, le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui cite le Handelsblatt. Ah oui, bien sûr. Ce sont des confrères. Oui, des confrères, des consoeurs, en ce cas-ci. Non, alors parce qu'elle a raison, je pense, pour plusieurs raisons, y compris la France a critiqué pendant des années, pour des raisons. L'Allemagne, qui n'a pas investi assez, maintenant l'Allemagne le fait. Mais les risques que l'Allemagne, aujourd'hui, avec les dépenses, avec des montants colossaux, pense que l'Allemagne peut faire tout elle-même et sous-estime en fait l'importance de coopérer avec les Français. Et ces déclarations de Merz montrent ça. L'Allemagne maintenant pense qu'on peut faire un avion de combat elle-même. Mais c'est un grand risque parce que l'argent n'est jamais gratuit, même pas en Allemagne. Et il faut coopérer, il faut avoir des synergies, il faut avoir d'efficacité. Sinon, si tout le monde fait cavalier seul, on est vraiment perdu en Europe. Un article à retrouver dans le Handelsblatt. Je me tourne vers vous maintenant, Violetta Moscalou. Un article, c'est un site ou un journal, les deux? Une agence d'information, l'équivalent d'AFP en fait. Voilà, l'équivalent de l'AFP, l'agence de presse Ukrinform. Donc c'est un article terrible sur les enfants tués depuis le début de la guerre. Exactement, c'était pour rappeler qu'on va rentrer dans la 5e année de guerre et que les plus fragiles parmi nous, ce sont les enfants qui sont tués. 684 tous les jours, en fait. Il y a un site qui actualise le nombre de victimes. On est à 20 000 enfants kidnappés par les Russes et déportés en Russie. On a à peine réussi à retrouver et à faire rentrer dans leur famille 10% à peu près. Donc c'est une catastrophe, c'est une tragédie vraiment très grave.
c'est des enfants qui viennent surtout du Donbass ou... Sur les territoires occupés, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais rappeler encore une fois que c'est au-delà des statistiques, en fait, qu'il s'agit vraiment des vies humaines et qu'on a quand même l'obligation de faire plus et mieux pour que cette guerre s'arrête. Pour moi, c'est un signe de lâcheté quand même de l'Occident, qu'on arrive à rentrer dans la 5e année de guerre. Si on avait aidé l'Ukraine plus fortement et plus rapidement en 2022-2023, et l'armée ukrainienne aurait pu arrêter réussir la contre-offensive et la guerre aurait dû être arrêtée beaucoup plus tôt, en fait. Je vous rappelle ce chiffre effrayant et dramatique, 684 enfants tués depuis le début de la guerre en Ukraine. On termine avec vous, Hélène Kuntz. Aux États-Unis, vous avez choisi le podcast d'une Américaine, une de plus, qui s'est fait insulter par Donald Trump. Oui, alors, mon sujet concerne Caitlin Collins, qui est donc une journaliste de CNN, et le 3 février dernier, elle a interpellé Donald Trump dans le bureau ovale lors d'un point presse, et elle a évoqué justement les survivants d'Epstein. Il faut savoir que les victimes réclament d'être qualifiées de survivantes. Et au fait, coup de colère de Donald Trump contre elle, je le cite, « Tu es le pire des journalistes, je te connais depuis 10 ans, à cause de toi, CNN ne va pas bien, je nettoie un peu ce propos, et je ne t'ai jamais vu sourire. » Et cette idée-là, alors encore de la misogynie et beaucoup de colère de Donald Trump envers un journaliste, elle est restée droit dans ses bottes. Elle a réitéré sa question sur les victimes, qu'on sait que ce dossier Epstein complètement glauque et terrible. Donc, elle a été un peu appelée par tous les podcasteurs et toutes les émissions. Donc, ce podcast qui est génial, qui s'appelle Absolutely Not, c'est absolument pas, surtout pas, c'est dans l'air du temps. Et elle a dit que quand il s'agit de la pédocriminalité, je ne souris pas. Absolutely not, c'est noté. Merci beaucoup. Voilà, les Experts sans frontières, c'est déjà terminé. Merci à vous tous pour vos éclairages, pour votre bonne humeur, pour vos analyses. Hélène Kuntz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Niklas Zaboji, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et puis Violeta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine. Les Experts sans frontières, c'est déjà terminé. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le journal de Stéphanie Collot. Les Experts sans frontières sur BFM Business.